Merci à vous d'être là. On a la chance aujourd'hui de recevoir Olivier Guimard qui va se présenter tout seul, mais on s'est connus dans une autre vie professionnelle et qui aujourd'hui est Managing Director de W Agency. Exactement. Avec un W. Oui. Ma première question, je vais vous laisser peut-être dire qui vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui, Oui. et puis après, on échangera sur le reste. Bonjour à tous, donc je m'appelle Olivier Guimard. J'ai fondé une agence de web marketing qui s'appelle W Agency il y a 1 an à peu près. W Agency en fait gère la communication digitale des entreprises. On lance des opérations sur Internet en particulier, parfois sur d'autres médias et d'autres leviers, mais notre expertise est vraiment sur le digital. Et on se charge de promouvoir les marques et les produits des clients de l'agence. Voilà. Et pour cela, on utilise tous les leviers qu'Internet nous met à disposition pour réaliser les objectifs marketing des entreprises. Voilà. Alors vous avez quoi comme type de client, par exemple ? Alors ça varie. On a des grosses entreprises type Star People. Star People, c'est un réseau d'agences d'intérim, comme Synergy ou Manpower, peut-être que vous connaissez. Donc là, on s'occupe pour eux de la gestion de leur CRM. Comme leurs clients sont des entreprises, on réactive des entreprises qui n'ont pas commandé chez eux depuis un certain temps. Donc ça passe par tout un programme de segmentation des clients et d'adresser un message pour réactiver un petit peu leur chiffre d'affaires. Mais aussi à côté de ça, on a ce qu'on appelle des pure players. Donc les pure players, vous savez ce que c'est ? Oui. Donc c'est des entreprises qui ont leur modèle économique qui est basé uniquement sur le digital ou sur Internet en tout cas. Donc ça peut être par exemple un site marchand qui ne vend que via Internet. Par exemple, un site marchand qui s'appelle My T-shirt Letter, c'est un système de box. Peut-être que vous connaissez le système de box, mais c'est plutôt utilisé pour le maquillage, ce genre de choses. Là, ce sont des t-shirts que vous recevez tous les mois dans votre boîte aux lettres, un t-shirt de créateur chaque mois dans votre boîte aux lettres. Et donc le but du jeu pour nous, en tout cas, c'est de générer des abonnés à cette box-là. Voilà. Ça, ce sont les 2 grandes typologies de clients. On peut avoir aussi des sites où le modèle, justement, est pure player, mais aussi plus classique. Et donc là, pour le coup, on travaille pour un site qui s'appelle Mon Marine, qui est issu en fait d'une coopérative maritime, de Vendée en l'occurrence. Et donc là, eux, ils ont des magasins physiques qui sont à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Saint-Delone, etc. Mais en même temps, ils ont un site marchand et nous, on s'occupe de la promotion de leur site marchand pour que les gens viennent acheter des pulls marins, des vareuses, des cadrans, etc. etc. Donc les métiers se décomposent en quoi principalement ? Il y a du CRM, il y a de l'AdWords. Alors, en fait, ça dépend de si on doit travailler sur du recrutement de nouveaux clients. Et donc là, on est plutôt dans les logiques d'aller chercher de nouveaux clients via, par exemple, AdWords. Donc AdWords, c'est le système de liens sponsorisés de Google. Mais on peut aussi utiliser les solutions de pub de Twitter ou aussi de Facebook, qui pour le coup peuvent être aussi très intéressantes dans des logiques de ciblage très précis. Autrement aussi dans la logique CRM, donc là on va travailler pas forcément aller chercher à l'extérieur en fait des nouveaux clients, on va utiliser en fait les bases de clients existantes de nos clients. Donc selon les problématiques, surtout on va nous définir en fait une stratégie qui va être basée sur évidemment sur l'atteinte des objectifs qu'on nous a fixés. Et en fonction de ça, on va activer un levier ou 2 leviers, c'est-à-dire un levier, ça va être AdWords par exemple, Facebook Ads pour un autre exemple, ou de l'emailing ou de l'affiliation par exemple. Et on est vraiment dans une logique qu'on appelle test and learn, donc ça c'est une méthode de travail où en fait le web marketing permet, quand vous lancez une campagne, au bout de quelques jours, au bout d'une semaine, on commence à avoir déjà un peu de résultats. Et en fonction de ça, ça nous permet en tout cas de la modifier et en tout cas d'essayer en tout cas de l'analyser et de l'optimiser. Ça c'est un point important dans la partie web marketing, c'est que on n'est pas juste à lancer des choses, on gère les choses. C'est-à-dire qu'il y a un suivi régulier, qui peut être quotidien même parfois. Ça dépend en fait du mode de rémunération de l'agence, mais qui nécessite en tout cas un petit peu de suivi et voilà. Donc sur la partie web marketing. Alors concrètement, sur de la réactivation de clients, vous mettez le nez dans la base. Première étape, c'est quoi ? La segmentation ? Déjà savoir si la base est plutôt propre. Ce qui est rarement le cas quand même. C'est rarement le cas malheureusement. Donc là on fait ce qu'on appelle du data appending. C'est faire en sorte que la base soit nettoyée, qu'on soit sûr que les adresses email soient correctes et aussi si au cas où on n'a pas l'adresse email, c'est d'aller la chercher. Donc le data appending en fait c'est faire matcher des bases qui existent, que certains prestataires peuvent nous fournir, qui sont par exemple des bases d'adresses email qui sont au sein des entreprises. On regarde si nous on a le même contact dans notre base à nous et si au cas où on ne l'a pas, on le rapatrie pour pouvoir justement faire une base correcte et propre. Une fois que cette base-là est nettoyée et prête à être utilisée, on fait ce qu'on appelle de la segmentation.
Alors ça dépend là on va choisir un segment. Si on sait que par exemple dans la base on a besoin plutôt des responsables formation ou des responsables RH, on va privilégier finalement cette cible-là parce que c'est plutôt cette cible-là qui va, dans le cas de Star People, qui va commander en tout cas un contrat intérimaire. Et on avance dans cette logique-là. Ensuite, après, on planifie tout un programme annuel qui permet en fait de savoir qu'est-ce qu'on va leur raconter tout au long de l'année. Donc c'est un mix entre le programme relationnel où parfois on peut être dans une logique d'apport de conseils. Par exemple, un responsable RH a besoin de savoir s'il y a une nouvelle loi sur le code du travail qui a été modifiée. Donc là, on veut lui apporter un conseil pour lui donner quelques billes pour son métier et pour son expertise. Et au-delà de ça, on n'oublie pas de lui dire, ouais, n'oubliez pas, vous pouvez commander chez nous un intérimaire. Voilà, c'est aussi dans cette logique-là. On a fait ça sur toute l'année 2015 pour Start People et on avait ciblé aussi tous les clients qui n'avaient pas commandé depuis plus de 6 mois. Chez Start People. Et donc là, l'idée, c'était de faire en sorte aussi de relier avec les agences qui sont les agences physiques de Start People pour faire en sorte que les gens viennent prendre un rendez-vous directement en agence, puisque l'idée, c'est aussi d'impliquer le réseau et les commerciaux qui sont sur le terrain. Voilà. Et tout ça via le digital, uniquement. Donc, très concrètement, sur Start People, c'était beaucoup d'emailing, puisqu'on avait évidemment leur adresse email et surtout le profil de chaque personne. Et ça fonctionne encore, l'emailing ? Ça fonctionne très bien. Ouais, ça fonctionne très bien. Sur Start People en 2015, on a réussi à activer sur à peu près, on était sur 1500 entreprises qui étaient dormantes, qui n'avaient pas recommandé depuis, et on a réussi à en réactiver 50%, voilà, avec des contrats qui sont évidemment variables, mais en termes de chiffre d'affaires, mais en tout cas on a réussi à en réactiver 50%. Donc, et là du coup, vous avez une carotte par le client, et alors, si vous en réactivez tant et que vous générez tant de chiffre d'affaires, à ce moment-là, nous, on prendra un pourcentage sur le business généré, non ? Alors, sur Start People, déjà, on a eu la chance qu'ils nous re-signent sur 2016, et puis on a même augmenté un petit peu le dispositif, puisque là, on était sur les clients dormants en 2015. En 2016, on est carrément sur les clients dormants et les clients actifs. Les clients actifs, on est vraiment sur le programme relationnel, la fidélisation. Donc pour Start People en l'occurrence non, il n'y avait pas de carotte. En revanche sur Mode Marine dont je vous parlais tout à l'heure qui est le site marchand, la rémunération de l'agence est basée sur le chiffre d'affaires qui est généré par nos soins sur le site marchand. Je ne sais pas si vous m'avez suivi dans ce que je viens de dire, c'est grosso modo si on génère plein de commandes, ce chiffre d'affaires là, en fait la rémunération de l'agence est basée sur une commission sur le chiffre d'affaires généré. Voilà. Pas sur la marge. Pas sur la marge, non. D'accord. Ça c'est après c'est une négo ça. C'est plus intéressant sur le chiffre d'affaires. En frais de bord, oui. Donc l'accompagnement, généralement, il se fait sur combien de temps ? Faites un audit d'abord et... En général, on va voir nos clients quand ils ont une problématique particulière. Et puis, on fait ce qu'on appelle effectivement un audit, c'est peut-être un peu important. On fait une petite analyse en tout cas de ce qu'ils font déjà, de ce qu'ils ont fait, si le site déjà, si on est sur un site marchand, ce qu'on appelle le tunnel de conversion. Le tunnel de conversion, c'est toutes les étapes qu'un internaute va faire entre je mets mon produit dans un panier, je m'inscris, je remplis les formulaires, je donne mon adresse et puis je passe au paiement. Voilà. Ça, ce tunnel de conversion-là, évidemment, s'il est mal paramétré ou si on n'arrive pas à avoir, enfin en tout cas s'il y a des étapes qui ne sont pas, où tout le monde s'en va, donc ça c'est ce qu'on voit avec le taux de rebond dans Google Analytics, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là. Enfin bref, ça nous permet d'analyser un petit peu ce tunnel de conversion-là, et si au cas où on voit qu'on a un taux de transformation qui est très mauvais, donc le taux de transformation c'est le nombre de personnes qui arrivent sur le site versus le nombre de personnes qui achètent. Là on va peut-être regarder un peu plus en détail et faire des recommandations sur les dispositifs qu'on pourrait mettre en place, et puis ensuite des recommandations s'il y a des modifications à faire sur le message des bannières, sur les mots-clés, sur des produits peut-être à mettre un peu plus en avant, ce genre de choses. Donc effectivement on va avoir un rôle de gestion dans les campagnes, etc., mais aussi on a un rôle de conseil sur l'ensemble du dispositif, surtout si on est rémunéré sur des dispositifs à la performance. Évidemment, on a un droit de regard et puis on va être force de proposition pour dire ça ne sert à rien de lancer une campagne aujourd'hui, votre site il n'est pas du tout adapté, il y a des paiements qui ne passent pas, il y a des gens qui sortent à cette étape-là, etc. Donc évidemment, c'est un point très important aussi, l'analyse déjà des outils qui sont à notre disposition pour pouvoir promouvoir une marque. Alors, pour faire du marketing relationnel, il faut être amateur alors ? Ou c'est pas nécessaire avec tous les outils aujourd'hui développés ? Non, pas trop. À la rigueur, je pense qu'il faut être plus matheux pour faire des campagnes de search, des campagnes AdWords, que faire du programme relationnel. Le programme relationnel, à la rigueur, une fois que la base est définie, une fois que les segments sont faits, etc., on n'est pas forcément dans l'analyse trop mathématique. On l'est plus dans des campagnes, peut-être que même sur Facebook, ça peut peut-être nous surprendre, mais Facebook Ads, qui est le produit publicitaire de Facebook,
génère en fait beaucoup de données entre les personnes, le profil des personnes qui ont cliqué, les profils des personnes qui ont acheté, les profils des personnes qui ont partagé, etc. Bref, ça fait toutes ces données-là sont analysées et pour le coup, on utilise beaucoup d'arithmétique et de mathématiques pour pouvoir justement segmenter tout ça, les réorganiser et pouvoir après aussi analyser. Voilà. Donc là, en fait, effectivement, dans les métiers, en tout cas dans les différentes tâches dont je vous ai parlé, effectivement, souvent, il faut être un petit peu aussi à l'aise sur de l'aspect rédactionnel, littéraire, marque, etc. Mais aussi en mathématiques, là aussi, c'est intéressant. En tout cas, c'est plutôt un atout de savoir se servir d'Excel. Voilà, il faut que Excel se retrament. C'est quand même, faut pas se cacher. Et toutes les formules d'Excel, etc. Donc là, voilà. J'en vois qu'ils font un peu la tête. Je me doutais que ça dépend. Bon, et mis à part les profils des stagiaires que vous avez aujourd'hui, parce que je crois que vous en avez recruté un là, récemment, vous leur demandez quoi? Qu'est-ce qu'ils font généralement quand ils arrivent? Alors, en ce moment, par exemple, la personne qui est avec moi en ce moment, cette personne-là s'occupe de tout le community management de My T-Shirt Letter, donc le site de Box dont je vous parlais. Le community management, là pour le coup, je pense que vous connaissez, c'est toute la gestion des espaces et des réseaux sociaux, etc. de la marque. Ça passe par de la rédaction, de la publication, du partage, de la veille aussi sur les réputations. Parfois, comme c'est un site marchand, il y a des gens qui peuvent être déçus, et en général, quand ils sont déçus, ils le font savoir. Et donc, pour le coup, c'est toute cette gestion du community management et aussi de la rédaction. Et puis aussi, toute la gestion sur un autre client, c'est la gestion en fait de vérification des commandes, parce que comme nous sommes rémunérés à la performance, il est nécessaire aussi de vérifier que les commandes ont bien eu lieu. Donc il y a toute une analyse ou un suivi, on va dire, c'est pas comptable, mais pas loin. En tout cas, c'est vérifier qu'avec les différents outils qu'on utilise, s'il y a un outil qui indique qu'il y a eu une commande, il faut qu'on soit sûr que cette commande a bien eu lieu. Voilà. Donc ça, c'est aussi un petit peu du suivi de campagne. Vous avez toujours bossé dans la partie digitale? Comment vous êtes arrivé finalement à aujourd'hui évoluer? J'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai fait une fac de sciences éco ici à Nantes. Et puis ça s'est arrêté. Après, j'ai fait de l'événementiel sportif, puisque dans mes jobs d'été, je faisais du sport aussi. Et évidemment, je ne sais pas si vous vous souvenez, les premières compétitions de planche à voile à Bercy avec des ventilateurs, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Non, peut-être que vous êtes trop jeune pour ça. Pardon. Pardon. Et donc j'ai commencé comme ça, et puis un jour, un ami qui était directeur commercial de Lycos, alors peut-être que Lycos ça vous parle, non, toujours pas, un Labrador noir, c'était le premier moteur de recherche en France, va chercher. Caramel, ouais, Caramel, le seul Caramel. Ouais. C'est vieux ça, hein, ouais. Voilà, ça c'est vieux, c'était il y a 16 ans. Et donc au début j'ai commencé, en fait c'était vraiment le début d'Internet en France, et donc j'ai été recruté comme chef de publicité chez Lycos. Et chef de publicité en fait c'est commercial, on vend les espaces publicitaires, je vendais des espaces publicitaires sur Internet, de Lycos, de Caramel, de Multimania, de Spray, enfin ça c'est des marques que vous ne connaissez plus, parce qu'elles ont disparu, mais voilà, c'était en tout cas mon premier rôle. Ensuite j'ai été recruté par Google, et là j'y suis resté 5 ans, parce que effectivement il n'y avait pas de... enfin en tout cas le marché, les boîtes internet débarquaient, il y avait beaucoup de postes disponibles, et pour le coup il y avait très très peu encore de personnes expérimentées. Voilà. Donc j'y suis resté 5 ans à Paris, c'était une très très belle expérience, et puis après, pour différentes raisons, je suis rentré à Nantes. Voilà. On ne sait jamais vraiment trop ce qui se passe chez Google. Comment ça se passe? Alors, ça se passe... Alors moi, je l'ai quitté en 2009. Ça se passait comment? Alors, il est vrai qu'on peut manger gratuitement toute la journée, toute la nuit, qu'on peut dormir, qu'on peut faire plein de choses. Ça, c'est vrai. Le système de cooptation est très efficace, puisque en fait, la prime pour la cooptation est très très élevée. La cooptation, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est si par exemple il y a un poste ouvert et que Google cherche à recruter quelqu'un, elle va d'abord solliciter les collaborateurs de Google, et si c'est un collaborateur qui a coopté un de ses anciens copains d'école ou je ne sais pas, en fait la personne qui l'a coopté touche une prime. Ça varie entre 1500 à 8000 euros selon les postes. Voilà, en brut. Bon, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas bien. C'est déjà pas bien. Et quand je suis arrivé chez Google à Paris en 2004, on était 50, et en 2009 quand je suis parti, il y avait 250 personnes, donc forcément la cooptation a marché à plein pot, puisqu'il y a eu beaucoup de recrutement.
Et je crois que dans le monde, quand j'y suis allé, on était 4000. Et quand je suis parti, il y avait 20 000 collaborateurs. Voilà. Donc ce qui se passe chez Google, pour le coup, dans les équipes, c'est très lié, enfin en tout cas en France, c'est très lié au suivi et à la gestion des comptes AdWords. Il y a assez peu de... il y a quelques ingénieurs, mais qui sont là en fait pour l'adaptation d'outils type Google Maps, ce genre de choses, pour la culture française ou la culture européenne. Puisque les centres ingénieurs en Europe sont en Suisse, à Zurich. Et donc pour le coup en France c'est vraiment plutôt sur la partie commerciale, sur la commercialisation et la gestion des campagnes AdWords des grands comptes. Pour les plus petits comptes, là il y a un bureau à Dublin qui est assez important. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Ça vous semble nébuleux, non? Le web marketing, marketing relationnel, la data, tout ça? Qu'est-ce que vous notez comme évolution chez les clients? Qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui, mis à part bien sûr générer du business et du chiffre d'affaires? Mais les moyens utilisés, c'est quoi? Qu'est-ce qui fonctionne? En fait, je trouve que à mon avis, les clients aujourd'hui, même s'ils savent que derrière il y a plein d'outils, qu'il y a des choses qui sont très techniques, il y a des éléments, des outils, des logiciels qui peuvent être très importants dans la gestion du web marketing, je me rends compte qu'ils finalement eux ils s'en fichent. En tout cas c'est pas un gage de sérieux, puisque de toute façon les outils sont à disposition de tout le monde, et ce qu'ils doivent en fait, ce qu'ils veulent c'est voir un petit peu sur si ces outils sont sûrement très très bien, mais ce qu'ils veulent savoir en fait c'est ce que ça leur apporte. Ils sont pas dans une logique, c'est à la rigueur c'est notre mayonnaise interne d'utiliser les bons outils qui nous permettraient de faire des bonnes analyses, mais eux ce qu'ils veulent en fait c'est savoir si les analyses vont leur apporter en fait des bénéfices dans leur programme, et si surtout ça leur permettra d'atteindre leurs objectifs. C'est aussi dans cette logique là. Dans la partie dans web marketing, il y a marketing, et marketing c'est vraiment de la promotion de produits avec un objectif final quand même de vente. Après, on peut avoir aussi des objectifs de travail de la notoriété, de travail de l'image de marque, ce genre de choses. On est dans des logiques un petit peu différentes. Même dans ces logiques-là de notoriété ou d'image de marque, sur le web, de toute façon, ça génère des données. Et donc, mécaniquement, on va avoir un certain nombre d'éléments à analyser. Pour revenir à votre question, ce que les clients demandent aujourd'hui, c'est... alors ils se fichent des outils, finalement? Ils s'en fichent. Ouais. On peut leur en parler pendant des heures. En fait, ça les concerne pas trop. En revanche, les clients, puisque comme ça fait maintenant quelques années que je fais ça, ils commencent en fait à être de plus en plus experts du média digital en général. Alors depuis l'arrivée des réseaux sociaux en particulier, puisque les réseaux sociaux, tout le monde les utilise. Donc partant de ce principe-là, à partir du moment où on utilise quelque chose, on n'a pas forcément la brique marketing des réseaux sociaux, mais en tout cas, à partir du moment où ils l'utilisent eux-mêmes, déjà ils ont une meilleure connaissance en fait du parcours d'achat, ou en tout cas des usages que peuvent en faire leurs prospects ou leurs clients. Ça c'est quelque chose qui est en train de monter, et tant mieux, parce qu'à partir du moment où on a des clients en face de nous qui comprennent bien ce que l'on fait, partant de ce principe-là, ça veut dire qu'on peut aller peut-être un peu plus loin et pas juste faire des choses un petit peu plus classiques. En web marketing, ce qu'on appelle le classique, c'est diffuser des bannières sur un site. Par exemple, je suis une banque, je vais aller envoyer des bannières sur leséchos.fr, sur BFM Business, ou ce genre de choses. Voilà, ça c'est du classique. Et parce que ça vient en fait des gestions de programmes médias qu'on avait avant dans la presse et qu'on avait aussi en télé. Voilà, c'était plus de cette lutte-là. Avec Internet, n'oublions pas que avant on ciblait les thématiques, donc c'est si je vends de la déco, je vais aller sur le magazine Maison Déco ou ce genre de choses. Sur Internet, on ne cible pas des thématiques, on cible des gens, parce qu'en fait on sait quel est le comportement des personnes, et donc forcément ça change un petit peu la donne. Et à partir du moment où les clients se rendent compte de cette ce nouvel environnement, pour le coup on peut aller un peu plus loin. Voilà. C'est là où ça devient intéressant. Vous utilisez des plateformes type AdExchange ou pas? Oui, on travaille avec une plateforme qui s'appelle Mediamat. Qui est une plateforme d'AdExchange qui permet de... Vous connaissez les plateformes d'AdExchange? Vous voyez ce que c'est? Non, pas très bien. Comme imaginez si avant pour acheter de la publicité, on appelait une régie, et puis cette régie-là nous disait, voilà, vous avez tant d'affichage de votre bannière pendant telle période, ça vous coûtera tant. On appelle ça des impressions. Des impressions, exactement. Aujourd'hui, on va dans une place de marché. Alors, imaginez, c'est un peu comme la bourse. Il y a des gens qui disent, moi j'ai des espaces publicitaires à vendre. Il y a des gens qui disent, moi j'en veux en acheter. Et ça se met automatiquement en relation. Et on décide moi je dis, je veux bien payer ce prix-là. Et puis la personne dit oui ou non. Ou alors, ok à ce prix-là, mais ça sera cet emplacement-là. Et puis donc ça c'est une place de marché, c'est assez classique, donc ça fonctionne sur le modèle des enchères.
Sauf que c'est généré automatiquement. Exactement, et ça se fait en un dixième de seconde surtout. Voilà. C'est surtout. Et en plus de ça, on peut rajouter des couches de ciblage, ce qu'on appelle le data marketing. Par exemple, vous êtes passé sur un site, de comparateur de mutuelles, et puis vous avez fait un devis de mutuelle dessus, mais vous n'avez pas pris de devis, etc. Vous avez reçu un cookie sur votre navigateur. Moi, je cherche des gens qui sont des intentionnistes, donc qui sont en phase de recherche d'une mutuelle. Et bien pour le coup, la plateforme d'AdExchange va sélectionner la personne qui a le cookie intentionniste mutuelle, et donc vous recevrez une bannière que j'aurai achetée. Voilà. Cherchez une mutuelle. Non. Vous bossez pour une mutuelle. J'ai compris. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Ouais. Les outils tels que AdBlock, est-ce que vous, ça vous pénalise ou pas Alors, ça nous a pénalisé au début parce qu'en fait, on n'avait pas la certitude, d'ailleurs on l'a toujours pas, enfin en tout cas que les régies ont vraiment délivré le volume de bannières qu'on souhaitait. Je prends un exemple. Si au cas où il y a un internaute qui n'a pas AdBlock, on affiche une bannière sur son... enfin en tout cas on lui affiche une bannière, on lui sert une bannière, et donc là moi je compte un affichage. Auparavant, s'il avait un AdBlock, je comptais quand même un affichage. Voilà. Donc en fait c'était pas d'escroquerie, mais en tout cas moi... Sans savoir s'il avait été délivré. Exactement, voilà. Donc ça nous a pénalisé au début. Maintenant les grosses régies comme Google ou comme Facebook, en fait avant même de facturer le média, ou en tout cas l'achat média, ils enlèvent directement en fait les impressions qui ont été estampillées ou en tout cas cachées par un AdBlock. Voilà. C'est pas le cas de toutes les régies, donc ça peut poser problème. C'est-à-dire qu'on n'a jamais la certitude que le million de bannières qui me sont facturées ont vraiment été diffusées. Voilà. Dans ce métier-là, après, à titre personnel, c'est un autre débat. De l'utilisation des AdBlock. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Selon vous, quelles sont les compétences à avoir quand on va aller dans le web marketing? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'analyses. Alors c'est vrai, vous ne vous trompez pas. Alors il y a beaucoup d'analyses parce que, alors, en fait, c'est lié aussi au métier d'agence. C'est pas forcément lié au web marketing. Sur le métier d'agence, en fait, on est dans une logique de conseil et de suivi de nos clients. Et donc, par la force des choses, pour pouvoir en fait lui apporter un petit peu de matière et toujours dans cette logique de test and learn, c'est-à-dire je lance des choses pour pouvoir dire ça fonctionne ou ça fonctionne pas. On est obligé d'apporter des analyses. Donc mécaniquement, il y a pas mal d'analyses. Après, aujourd'hui, dans le web marketing, il y a toute la partie plateforme d'AdExchange ou même AdWords. Donc là, c'est des plateformes. Là, c'est plutôt de la gestion. Donc là, on est vraiment dans des outils où là, il n'y a pas forcément d'analyse, c'est juste de la gestion. Et puis après, il y a une autre partie qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, qui est tout ce qui va être gestion ou en tout cas stratégie social média, où on va être là plutôt dans la création de contenu ou ce genre de choses. Donc en fait, je dirais pas qu'il y a forcément plus d'analyse, c'est plutôt 50-50 dans cette logique-là. Il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, chez W Agency, puisque nos clients ne font pas que d'AdWords, il y a des agences qui ne font que du search, par exemple. Il y a des agences qui sont spécialisées dans le référencement payant, référencement naturel. Et donc pour le coup, là oui, forcément, il y aura plus d'analyse. Nous, la typologie de nos clients fait qu'on a la possibilité de jouer sur plusieurs tableaux. Est-ce que vous faites aussi du référencement naturel? Aussi, oui. Ouais, on fait du référencement naturel. Alors, chez W Agency, on développe... Tout le monde sait ce que c'est que le référencement naturel. Ouais. On ne fait pas on développe pas de site. Donc en fait, on fait des recommandations pour le paramétrage technique d'un site pour qu'il soit bien lu par les robots ou Google en l'occurrence. Et puis surtout, après, maintenant, le référencement naturel, c'est lié aussi au contenu. C'est beaucoup de contenu, la fraîcheur du contenu, etc. Donc là, pour le coup, on peut aussi, on se positionne un petit peu là-dessus. Ouais. Alors, si on fait un peu de prospective, là, les tendances sur le digital qui se dessinent sur les 5 années prochaines, là, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une deuxième évolution ou est-ce que ça commence à se stabiliser sur, les outils, les techniques Alors, sur les modes de communication des entreprises sur Internet, il y a une tendance forte qui existe déjà depuis un an ou deux, mais où les entreprises commencent à investir sur ce système-là. C'est ce qu'on appelle le native advertising. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est la publicité native, ou en tout cas qui est plus intégrée et plus insérée dans le contenu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une bannière
il peut piquer les yeux un peu parfois, parce qu'il y a des bannières qui peuvent être pas forcément bien adaptées à la charte graphique de la page, etc. Enfin, c'est fait exprès, hein. Vous allez sur Cdiscount, vous voyez bien, c'est forcément volontaire. Et ça, on se rend compte aujourd'hui, en particulier pour les sites médias, qui eux ont un modèle économique qui est un petit peu mis en péril, comme les Échos, comme le Figaro, comme le Point, comme Libé, etc. Ils n'ont pas toujours très bien réussi en fait à commercialiser leurs espaces publicitaires. Le native advertising en fait devient pour eux en fait un salut, parce qu'en fait ils ont la capacité aujourd'hui. Alors, très concrètement, comment ça fonctionne? Parfois, vous êtes en train de lire un article et vous avez un mot qui va être surligné, ou en tout cas qui apporte un lien. Ou vous passez la souris sur un des mots et en fait, vous avez un petit pop-in qui apparaît. Ça, c'est ce qu'on appelle une native advertising. Ça, c'est la forme classique. Et ça permet en fait de diffuser plus de publicité que juste une bannière, puisqu'on a finalement, plus il y a de mots, plus il y a de potentiel de pub sur la même page. Et pour le coup, ça permet d'augmenter aussi les revenus de ces sites médias-là. Donc ça, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc ça, c'est le système classique. Et puis après, il y a aussi tout ce qui va être contenu de marque, où là, on est aussi dans du native advertising, sauf qu'on n'est pas, là pour le coup, on est plutôt sur du contenu de marque qui va être diffusé réseaux sociaux, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que les marques ont besoin de diffuser un petit peu, en tout cas, ont besoin d'avoir de faire preuve de transparence et ce système de contenu de marque ou de brand content, vous avez déjà entendu parler, j'imagine, de ces termes-là ou de ces stratégies-là. Pour le coup, aujourd'hui, de plus en plus l'utilisent, juste parce que Internet le permet aussi. Auparavant, si une entreprise créait du contenu pour diffuser ses valeurs, pour diffuser des argumentaires sur ses produits, ce genre de choses, de toute façon, il était obligé d'acheter du média pour pouvoir le diffuser parce qu'il n'y avait pas d'outils gratuits pour que tout le monde puisse le consulter. Ou alors c'était ce qu'on appelait du publi-info. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Publi-info, c'est une sorte de contenu rédactionnel qui est en fait estampillé publicité. Avec Internet, vous pouvez de toute façon créer du contenu. Après, il doit y avoir une stratégie de diffusion et d'amplification, mais en tout cas, ça c'est une tendance qui est de plus en plus importante. Et l'expérience client, ça aussi, ça pousse ou pas du tout? La notion d'expérience client à travers, je sais pas moi, la digitalisation des points de vente, Alors, ce qu'on voit de plus en les plus objets connectés sur des entreprises qui sont aussi sur Internet, mais aussi qui ont aussi un réseau physique, c'est cette tendance aujourd'hui. Comment est-ce que je fais pour suivre mon prospect ou mon client, non seulement en physique, mais aussi en digital? Je reprends l'exemple de ma mutuelle. Je fais un devis sur Internet pour savoir si je peux avoir une mutuelle, et puis finalement, je vais signer mon devis dans une boutique. Comment est-ce que je peux faire pour déjà le suivre, pour être sûr qu'il a fait, ou en tout cas, est-ce que c'est le parcours de tout le monde? Est-ce que c'est plutôt exceptionnel? Voilà. Donc, il y a une tendance qui est aujourd'hui de comment est-ce que je fais pour mesurer entre les différents écrans, entre la personne qui est passée sur smartphone, qui est passée sur mon site internet, enfin, qui est passée sur mon site via un smartphone, qui est passée sur mon site via un ordi, et après passer en boutique. Voilà. Et donc là, c'est un peu compliqué en termes de tracking, de suivi de ces personnes-là. Et donc là, aujourd'hui, il y a un gros enjeu là-dessus, parce que partons à un Decathlon, par exemple, qui, pour le coup, n'a pas forcément... tous les magasins Decathlon n'appartiennent pas à la marque Decathlon. Et donc, si les franchisés veulent être sûrs qu'Internet n'est pas un mauvais concurrent, le siège Decathlon doit faire preuve, en tout cas, pour montrer que le site marchand Decathlon génère aussi du trafic dans son magasin. Voilà. Ça, il y a un enjeu assez fort là-dessus, ce qu'on appelle l'omnicanal. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est, grosso modo, le consommateur aujourd'hui, il a plein de portes d'accès à une marque ou à un produit. Et quelle porte il prend, en majeure partie ou spécifiquement. Et comment je fais pour ne pas le perdre? Exactement. Oui. Omnicanal. Oui. Multi. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que vous agissez sur tout ce qui est application mobile ou pas du tout? Alors, on fait la promotion des applications mobiles pour augmenter le nombre de téléchargements. On ne développe pas d'application. Alors ça, on ne développe pas ça. Enfin, à la rigueur, on ne va pas forcément promouvoir vraiment le téléchargement, on va plutôt promouvoir l'usage de l'application. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui téléchargent des applications, mais finalement, il y a peu de gens qui les utilisent après derrière. Voilà. Il faut savoir que c'est Facebook qui a sorti une stat là-dessus il n'y a pas très longtemps. Après 40 ans, les gens ne téléchargent plus d'applications. Enfin, les personnes qui ont plus de 40 ans, une fois qu'ils ont leurs 20
20 applications, grand max, ils n'en auront jamais 21. Ou en tout cas très peu. Très très peu. Donc pour le coup, on peut toujours générer des téléchargements. Il y a des outils qui sont faits pour ça. Vous achetez 1 € le téléchargement ou 2 € le téléchargement de l'application. Mais si personne n'utilise derrière, voilà, ça n'a pas grand intérêt. Voilà. C'était comme au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu aussi l'achat de fans sur Facebook ou l'achat de followers sur Twitter. S'il n'y a pas d'engagement, en tout cas si les gens effectivement ils sont inscrits mais qu'il n'y a pas de partage, de like, de commentaires, etc., ça ne vous sert pas à grand chose. Voilà. Voilà. C'est un peu la même logique. C'est-à-dire qu'il y a moins d'applications et plus de responsive aujourd'hui? Plus aujourd'hui, ouais. Mais il y a une grande mode de l'application. Hein. Ouais. Vous vous souvenez, Bah, ça, tout ouais. le monde disait, tiens, il me faut mon appli. Alors que c'est vrai que pour l'instant, il n'y a que 20% des entreprises qui ont un site disponible ou en responsive ou disponible sur mobile. Et là, pour le coup, c'est un vrai problème. Quand on pense qu'il y a 50% des connexions qui se font via Internet, via un mobile, aujourd'hui, c'est primordial. C'est primordial. Est-ce qu'il y a... Oui, question de... Je m'intéresse au digital, mais je ne connais pas beaucoup les outils que vous utilisez. Selon vous, quels outils doit-on maîtriser aujourd'hui pour pouvoir, par exemple, arriver au marketing, vous avez parlé de AdWords tout à l'heure? Oui, alors il y a AdWords, c'est très spécifique. Il y a un outil déjà qui peut être intéressant, c'est Google Analytics. Google Analytics, c'est un outil qu'on appelle site-centric, qui mesure l'audience de votre site pour savoir combien de personnes. Ça peut même aller jusqu'au profil socio-démo des personnes qui visitent votre site. Quel est le tunnel de conversion? Ça permet aussi de voir justement s'il n'y a pas de déperdition à telle étape ou à telle étape du tunnel. C'est assez complet comme outil, ça mérite d'être gratuit. Même si ça ne mesure pas tout parce que c'est de l'extrapolation sur des volumes importants. Mais en tout cas, maîtriser cet outil-là, c'est un atout, vraiment. Un autre outil qui peut être intéressant dans des logiques de SEO, de référencement naturel, pour le coup, ça peut être intéressant aussi de maîtriser des CMS. Alors les CMS, c'est des outils de génération de contenu, de gestion de contenu des sites. C'est Content Management System, ça veut dire. WordPress ou Drupal, ça c'est intéressant, mais c'est pas très compliqué, ça pour le coup, c'est un peu du Word, hein, c'est pas très compliqué. Ça c'est intéressant, et là, ça serait c'est le top du top, c'est d'avoir en fait quelques notions aussi d'outils de tracking. Alors l'outil de tracking, c'est très spécifique au web marketing. Ça permet, quand on lance une campagne, ça permet de savoir, imaginez vous lancez une campagne sur 20 sites, chacun des sites va vous donner des statistiques. Quand vous avez un outil de tracking, vous avez une seule porte d'entrée pour avoir les statistiques des 20 sites. Voilà. Et en plus, ça vous permet aussi de savoir si l'internaute qui est passé par le site A, ou par exemple par, je sais pas, Yahoo, s'il est passé par le site Yahoo, et si après il a tapé un mot-clé, et si après il a acheté. En fait, ça permet de suivre l'utilisateur, que sur Internet. Voilà. Ça, pour le coup, c'est la route. Ouais, mais il ne faut pas être allergique aux chiffres et à Excel. Non, je vais pas vous mentir. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci à vous. Et